ce soir, on va parler d'un sujet très très important, la faiblesse sexuelle chez la femme. Pourquoi est-ce que j'ai choisi de parler de ça ce soir? Bah, c'est parce que j'ai eu le cas d'une personne qui en souffrait, en coaching et tout. Et vu que le problème est résolu, c'est elle qui m'a fait un feedback, qui m'a appelé, qui m'a dit, écoute, Maître K, voilà, il y a une semaine, on a commencé à cheminer ensemble et j'ai eu le résultat avec mon partenaire, ça va beaucoup mieux. Et je pense que ce serait une bonne idée de partager un peu l'expérience là avec les autres femmes et d'autres personnes. J'ai trouvé la suggestion à la fois louable pour la personne, c'est pas mon mérite, hein, c'est elle qui a voulu partager, mais suffisamment timide pour monter. Mais elle est là, elle va nous rejoindre dans le live. Donc du coup, elle m'a demandé de faire le porte-voix de ce sujet qui est très très embarrassant et qui a des conséquences un peu bizarres. Mais déjà, je voudrais faire deux ou trois clarifications concernant ce sujet. Alors, quand on parle de faiblesse sexuelle, ça ne concerne pas uniquement que les femmes, que les hommes, pardon. Vous l'aurez compris, sinon on n'allait pas être là ensemble ce soir pour discuter du sujet. Donc, première des choses, même si de temps en temps on peut être amené à faire un peu un parallèle avec la jante masculine à un moment donné, mais il est vraiment focus sur la femme parce que c'est un sujet qu'on n'aborde pas trop ou mal. Donc, l'idée vraiment ici, c'est de recentrer un peu les choses. Et le deuxième point, c'est que cette faiblesse sexuelle féminine, elle arrive à toutes les femmes, au moins une fois dans leur vie. Et justement, le but ce soir, c'est de voir quels sont les concours de circonstances qui peuvent faire en sorte qu'une femme, à un moment donné de sa vie, bah, elle soit impactée par ce phénomène-là. Donc voilà. Et la deuxième clarification que je voulais apporter, c'est que je ne vais pas me substituer à un médecin ou à un gynécologue, un personnel de santé. C'est pas mon but, c'est pas ma vocation. Je vais plutôt axer le truc sur l'aspect spirituel du terme. Donc voilà. Et une petite dernière clarification, même si je ne suis pas une femme, je connais quand même un petit rayon sur le sujet. Donc, ce que je vais vous présenter ce soir, c'est plus un retour d'expérience par rapport à les centaines de cas que j'ai déjà eu depuis près de 20 ans liés à ce phénomène-là. Donc, voilà un peu les bases de notre échange de ce soir. Donc, bien évidemment, le sujet étant très vaste, je peux ne pas être exhaustif. Donc, vous êtes vraiment prié de poser des questions, d'aller droit au but, d'insister si vous ne comprenez pas des choses. Le but, c'est qu'on échange. Et je vais essayer de répondre à vos questions. J'en ai déjà là qui arrivent en privé. Pas d'inquiétude, on va y aller étape par étape. Merci pour les encouragements et pour les cœurs. Alors, commençons. Allons-y directement. On parle ce soir de faiblesse sexuelle au féminin, d'accord? Et la question qu'on pourrait se poser, c'est quoi ce truc? Qu'est-ce qu'on entend par ce phénomène-là? Dans l'imagerie populaire des gens, c'est plus associé à l'homme. Logique, parce que c'est plus visible. Un homme a un engin, et lorsque on ne le voit pas physiquement en érection, ou alors lorsque un match amical sentimental a commencé, l'homme a une panne technique, il s'arrête, voilà. La femme, c'est beaucoup plus subtil que ça. Ou alors, du moins, ce n'est pas trop visible comme le serait quand ça concerne un homme. Donc du coup, déjà, il faut qu'on s'entende. Quand
quand on parle de faiblesse sexuelle, j'ai vu quand j'ai fait le teaser, des gens qui me disaient ouh là là, moi je suis une femme, j'ai l'habitude, ou alors d'autres personnes qui me disaient c'est pas une maladie, etc. On va un peu essayer de clarifier tout ça tranquillement, tout doucement, d'accord? Donc, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on parle de faiblesse sexuelle chez la femme, ça va être un dysfonctionnement sexuel qui va empêcher une performance lors du rapport. Et généralement, vous allez avoir un trouble de désir, un trouble de plaisir qui va faire en sorte que, tac, il y a quelque chose qui n'aille pas. Ça, c'est un premier point. Et deuxième point, il me sera très très difficile, très très compliqué d'aborder ce phénomène sans y inclure une notion fondamentale, primordiale, qui joue à la fois sur le plan physique et sur le plan spirituel. Cette notion-là, c'est ce qu'on appelle la libido. Vous en avez certainement déjà entendu parler, d'autres en ont une idée plus ou moins juste du phénomène. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la libido est une énergie. D'accord? C'est une énergie particulière des autres énergies qu'un être humain a en lui. Parce que l'énergie sexuelle, qui est la libido, peut être utilisée premièrement pour justement lors des rapports, mais c'est une énergie qu'on peut utiliser pour faire d'autres choses. Alors, les mystiques l'appellent une énergie multifonction. Ils ont bien raison, parce que à travers votre énergie sexuelle, il y a des choses que vous pouvez faire en mieux. Pour ceux qui sont les adeptes de la gnose, par exemple, il y a une grosse notion qui est dédiée justement à l'énergie sexuelle. Mais revenons un peu terre à terre, parce que l'idée ici, c'est pas de promouvoir X ou Y mouvement et tout ça. Sur le plan technique, je vais vous donner des exemples tout simples. Comment vous pouvez utiliser votre libido? Non. Une personne qui n'a pas de rapport sexuel pendant, disons, 1 mois, 2 mois, 3 mois par exemple, vous allez remarquer que cette personne va dégager un peu plus d'assurance, de considération. En tout cas, du point de vue, ils vont les observer. Ça, c'est la première des choses. Et sur votre plan personnel, quand vous savez canaliser votre énergie sexuelle, vous avez une faculté de réflexion, de création, qui est un peu différente du commun des mortels. Vous percutez vite les idées, ce genre de choses. Donc voilà. C'est pour ça que je vous ai dit que on ne pourra pas aborder le thème de ce soir sans faire un parallèle avec la libido, qui est très très important dans le processus justement de satisfaction ou alors de non-satisfaction concernant la faiblesse sexuelle. Est-ce grave de toujours avoir envie? Est-ce un signe de faiblesse sexuelle? Alors, bien sûr que non. Bien au contraire. Ça signifie 2 choses. Ça signifie que un de vos chakras qu'on va voir par la suite, on l'appelle le chakra sacré, fonctionne à plein régime. Ok? Et ce n'est pas un signe de faiblesse sexuelle, bien au contraire. Ça peut devenir un problème si c'est une énergie qui n'est pas canalisée. Et voilà. De toute façon, on le verra par la suite, mais pour répondre directement, sans embâche et sans détour à la question, ce n'est pas un signe de faiblesse chez la femme. Il y a quelqu'un qui me demande c'est quoi les causes alors, maître? Bon, magnifique question, on va y répondre. Déjà, comme je le disais d'emblée, les causes chez la femme sont diverses et variées. Honnêtement, je ne peux pas être exhaustif pour être honnête. Mais par expérience, je les regroupe souvent en catégories. Qu'elles soient physiologiques, médicales, spirituelles même d'ailleurs. Et voilà. Donc, je les résume souvent en catégories parce que c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus facile. Donc, la première catégorie, pour aller un peu crescendo, de ce que j'ai pu observer, ce sont souvent des causes médicales.
Médical, je vais m'expliquer. Il y a des femmes, quand elles font l'amour, elles ont mal. Très, très mal. Ça peut être de la cystite, hein, et l'inflammation vaginale, bref. Ou alors, pour des femmes qui ont peut-être des problèmes type endométriose, ce genre de choses, c'est très, très difficile pour elles d'avoir un rapport sexuel épanouissant et du coup, ça développe des blocages à la fois psychologiques et physiques. En gros, elle ne peut pas être épanouie sexuellement comme pourrait l'être une autre femme lambda. Donc, ça, c'est la première des choses. Je l'ai classé dans la catégorie médicale parce que pas parce que c'est la médecine qui en est la cause, mais plutôt parce que généralement, on va le découvrir, ce symptôme a posteriori, une fois qu'on fait une consultation, par exemple. Donc, voilà. Et vous êtes sans ignorer que pour les femmes qui sont sur pilule, en tout cas, quand c'est la première fois ou alors, voilà, elles peuvent avoir justement un dérèglement de l'envie de faire l'amour. C'est que ça s'explique très, très simplement. Lorsque vous êtes sur pilule, vous allez modifier un peu le cycle hormonal, votre cycle hormonal. Donc, du coup, parfois, comme effet de bord, vous allez avoir des femmes qui ont une perturbation dans le plaisir, dans l'envie. Donc, ça peut arriver. Et la deuxième cause que j'ai souvent observée, ce sont des causes psychologiques. Pas psychologiques, je voulais dire physiologiques. Donc, en gros, liées au changement du corps humain de la femme. Quels peuvent être ces changements-là? Vous pouvez par exemple avoir... lorsque vous vieillissez, le facteur âge est très très important. Le facteur âge peut faire en sorte que, au fur et à mesure que vous vieillissez, moins vous avez envie de faire l'amour, c'est logique. Généralement un peu plus à partir de la ménopause en montant, donc voilà, ça peut favoriser ce genre de choses. Et un autre facteur qui peut faire en sorte que il y a un dérèglement dans le processus d'envie, de plaisir, d'épanouissement de la femme, c'est le stress quotidien. Je m'explique. Et ça, je vais m'adresser particulièrement aux hommes. Parce que vous devez être celui-là qui accompagne et qui doit comprendre la partenaire. Je m'explique. Imaginons que vous avez une femme qui est en activité ou alors une partenaire qui est en activité. Peut-être elle fait l'école, peut-être qu'elle travaille, ou alors elle n'est pas dans un bureau, mais elle s'occupe des tâches ménagères de la maison. Retenez que quand vous fournissez une action, un effort, en compensation, vous libérez une énergie. D'accord? Une énergie calorique, ça peut être une énergie vitale, etc. Donc, pendant toute la journée, la femme s'est dépensée, elle a perdu de l'énergie. Et peut-être dans ses activités, elle a été stressée. Mais vous, quand vous allez rentrer le soir, vous allez vous attendre à ce que elle soit émotionnellement disponible. Eh bien, cher monsieur, ça ne marche pas toujours comme ça. Que je l'ai déjà expliqué dans un live, dans un short précédent, sur mon compte TikTok. Pour qu'une femme soit épanouie sexuellement, ce n'est jamais directement pendant l'acte, pendant le rapport. C'est toujours avant. Ça veut dire quoi en français simple? Ça veut dire que la femme doit être dans une certaine disposition qui fait en sorte qu'elle soit apte à vous accueillir. Comme son corps physique doit être apte à vous accueillir. Par exemple, vous allez faire des préliminaires, vous allez lubrifier pour faciliter la pénétration, on est d'accord. C'est la même chose sur le plan psychique de la femme. Vous ne pouvez pas vous attendre à une performance d'elle alors qu'elle a été saquée moralement, elle a été stressée, fatigue physique, elle n'en a pas. Donc ça, j'en appelle vraiment aux hommes à être un peu plus à l'écoute de la communication non verbale de leur partenaire. C'est très très important parce que si vous forcez, elle va se sentir dans l'obligation de vous satisfaire. Ça peut arriver. Donc, vous forcez, tout le temps, ce sera comme ça et du coup, elle va perdre, elle aura un dégoût ou alors de moins en moins une envie de faire l'amour avec vous.
Peut-être elle peut l'avoir ailleurs avec une autre personne qui sait l'accompagner. Donc ça, faites quand même gaffe là-dessus. Et l'autre facteur physiologique qui est très très important, c'est après un accouchement. Moi, j'ai jamais accouché, mais d'expérience, de toutes les femmes que j'ai accompagnées pendant ce processus, le corps change. Il y a des organes qui se déplacent en hauteur pour laisser un peu de la place au bébé. Ok? Donc, quand une femme est enceinte, je ne vous apprends rien. Il y a une transformation physiologique qui va se passer. Elle va prendre du poids, elle va faire ceci et cela. Le fœtus, le bébé vont prendre une certaine place. Donc, quand elle finit d'accoucher, déjà, c'est beaucoup de temps, l'ouverture de d'habitude. Et en plus, il faut un temps pour que les organes descendent. Et je peux vous assurer, sauf si les femmes peuvent me contredire là, elles ne peuvent pas éprouver le même plaisir après avoir accouché une semaine après ou 2 semaines après. Ça, c'est dans un accouchement, j'ai envie de dire, classique, quand il n'y a pas eu de complications, genre césarienne ou placenta, etc., qu'il faut toucher, nanana. Donc, pendant cette période-là, physiologiquement, le corps de la femme ne sécrète pas la même hormone que vous, l'homme, vous avez quand vous voulez faire l'amour. Donc, c'est super important. Donc, il ne faut pas être ce bourreau-là qui va y aller directement parce que c'est ça. Et des fois, moi, je vois des gens qui poussent souvent le toupet après 2 semaines. Il veut passer la femme sur le lit. Ça, c'est pas possible. Donc, vous, les femmes, j'en appelle vraiment à vous de savoir mettre des limites. Vous devez être mentalement prête et ne pas subir l'acte. Parce que quand vous subissez l'acte, vous avez de fortes chances de ne pas avoir du plaisir. Ok. Donc, c'est super important. Et un autre truc physiologique, donc en gros, quand le corps se transforme, c'est la masturbation. On se calme. Je ne suis pas dans un débat, c'est bien, c'est pas bien, nanana. J'ai eu l'occasion de l'aborder dans d'autres lives qui sont sur YouTube, dont le titre est Le pouvoir du sexe, je crois. Mais revenons à la masturbation. En quoi est-ce que la masturbation peut affecter le côté physiologique dans le corps et générer par la suite une faiblesse sexuelle chez la femme? C'est très très simple. La masturbation en soi, je ne suis pas là pour parler de religion ou machin, de médecine. Moi, je parle sur le plan spirituel. La masturbation est bénéfique quand elle est encadrée, quand on en maîtrise les codes. Ok. Parce que la masturbation libère certaines énergies à vous qui vous aident. Un anti-stress, ce genre de choses. C'est question d'hormones, de gantina derrière. Donc, tout ça, ok. Maintenant, le problème survient à quel niveau? C'est quand des femmes vont pratiquer une masturbation exagérée. Pas exagérée dans le nombre, dans la fréquence, mais exagérée dans tout ce qui est utilisé comme dispositif pour l'auto-plaisir. Ok. En français, SEM, ça veut dire quoi? Il y a des femmes, pour se stimuler, elles peuvent utiliser les doigts, des go, des jouets. Ça va, c'est assez classique. Mais il y en a qui poussent le plaisir un peu trop loin. Pour rappel, la profondeur d'une femme varie la profondeur vaginale d'une femme varie entre 8 et 15 cm. D'accord? Mais vous allez voir des femmes qui vont introduire des trucs un peu trop gros. Donc peut-être une bouteille, je sais pas moi, une chaise. Bref, des choses physiques très costaudes qui vont faire en sorte que quand vous allez avoir un homme normal qui va venir vers vous, alors que vous avez l'habitude d'introduire les 20 cm, les 18 cm, quand le gars va venir avec ses 8 modestes, vous n'allez pas ressentir le même plaisir. Pourquoi? Parce que, observez un truc, vous les femmes, quand vous êtes dans un rapport sexuel, en fait, je vais le mettre un peu comme ça, votre vagin, il est là, il est fermé. Donc, au fur et à mesure que vous allez avoir du mouvement de va-et-vient, le vagin va d'abord s'ouvrir un peu au max,
avant de se resserrer sur le diamètre de l'objet qui entre. Vous voyez? Donc, quand vous avez l'habitude d'avoir des trucs un peu, voilà, donc il va s'habituer à ce diamètre. Donc, diamètre de l'orifice s'agrandit et il n'est plus dans les standards de ce qu'un homme normal peut avoir. Ok? Donc, vous allez souvent être obligé d'avoir des catégories d'hommes qui sont des chevaux ou des acteurs. Le problème, c'est que c'est une exception, ce n'est pas une moyenne. La moyenne des hommes qui vont vous aborder, ce sont des gens qui ont quelque chose de normal. Et du coup, comme vous avez habitué physiologiquement votre corps à avoir un peu trop d'espace, bah, il y aura du vent. Vous n'allez pas ressentir des trucs. Et du coup, vous allez avoir un dégoût de l'acte sexuel physique pour privilégier l'acte sexuel mécanique. C'est en ça que ça devient un danger. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas la fréquence et tout ça qui importe, mais c'est comment on le fait, comment la femme va le pratiquer. Donc voilà. Il y a d'autres causes qu'on va voir, mais à ce stade-là, je vais prendre des questions au cas où il y aurait des remarques. Et pour les clitoridiennes, par exemple, celles qui n'introduisent rien, juste le stimuli du clito avec les doigts. Alors, c'est une très bonne question qui me permet de repréciser quelque chose. Quand on parle de faiblesse sexuelle, l'un des premiers obstacles, souvent, ou alors la cause de ce truc-là, c'est justement parce que la femme ne sait pas écouter son corps. Ou alors, le partenaire ne sait pas écouter le corps de la femme. Ça veut dire quoi? Toutes les femmes mouillent. Toutes les femmes sont excitées. Mais toutes les femmes ne s'excitent pas de la même façon. Ce n'est pas parce que vous avez eu dans votre passé, vous l'homme, une expérience de 20 femmes que ça veut dire que toutes les 20 femmes éprouvent les mêmes stimuli pour être épanouies psychologiquement. Ça ne marche pas comme ça. Ça veut dire que il faut une certaine écoute, une certaine communication quand vous êtes le partenaire mâle. Et maintenant, pour la femme, c'est vous qui devez savoir identifier vos zones de confort, vos zones d'excitation. Pour d'autres personnes, c'est trivial, hein? C'est l'organe lui-même. Pour d'autres personnes, ça peut être un baiser sur le cou, une caresse, ce genre de choses. Donc, c'est à vous d'apprendre à connaître et comprendre votre corps pour ensuite aider votre partenaire à le faire si lui n'a pas assez de hauteur pour comprendre comment votre corps réagit, comment votre corps fonctionne, comment votre corps parle. Quand vous faites l'amour, ce n'est pas qu'une... Il y a des gens qui ne parlent pas quand ils font l'amour. Il va arriver là, tac, 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 il finit, ça va. Il ne va pas prendre le temps de demander à la partenaire si ça va. Est-ce qu'elle a une situation inconfortable? Est-ce que si, est-ce que ça? Et quand vous êtes un homme, si la femme vous dit « j'ai une gêne, je suis indisposé, j'ai tel ou tel truc », vous devez arrêter tout de suite et reconfigurer un peu la scène. D'accord? Donc, c'est super important, c'est une bonne question. Donc, pour répondre clitoridienne ou pas clitoridienne, c'est pas ça qui importe. C'est comment est-ce que je comprends mon corps et comment est-ce que je lui donne ce dont il a envie. Voilà. Alors, est-ce que le fait d'avoir plusieurs partenaires pourrait éventuellement entraîner des FS? Merci pour l'abréviation. Oui, ça pourrait. Et on va voir après comment. Alors, est-ce que c'est mieux de pratiquer l'auto-plaisir sans jouir? Bon, je l'expliquais au départ qu'il y a une énergie qu'on appelle la libido. Donc, c'est l'énergie sexuelle qu'on peut utiliser soit pour un rapport, soit pour d'autres choses. Et là, vous touchez du doigt ce que je disais. Il y a en spiritualité une science qu'on appelle la magie sexuelle. La magie sexuelle, c'est en français simple, hein, ça n'a rien de sorcier, de sectaire, j'en sais rien. En gros, ça signifie que comment j'utilise l'énergie de l'éjaculation pour la transformer à autre chose que je voudrais avoir. Il y a des gens, par exemple, quand ils veulent conserver leur force, leur vitalité, leur charisme, leur influence sur les gens pour X raisons, j'en sais rien,
ils vont faire l'amour sans jouir, par exemple. Ils vont pas gaspiller la semence. Comprenez un peu. Ça, c'est une technique, par exemple, qui est utilisée. Il y en a plutôt, ils vont utiliser l'énergie derrière l'éjaculation pour matérialiser des choses. Je l'avais expliqué dans le live sur le pouvoir du sexe, là. C'est-à-dire que c'est quand vous voulez déjà jouir que vous allez créer vos vœux, visualiser et matérialiser ce que vous voulez. Mais il faut avoir de l'expérience, de la hauteur, de la technique, parce que c'est pas évident pour tout le monde. Généralement, quand ce sont les femmes qui connaissent bien ce phénomène, hein, quand vous avez votre homme dessus qui veut déjà jouir, il commence à dire des trucs pas possibles. Le visage se déforme et après, voilà, il fait des grimaces. Voilà. Donc, c'est difficile pour lui de pratiquer ça, mais c'est une branche en spiritualité qui s'apprend. Donc, voilà. Alors, celles qui ne sont jamais satisfaites sexuellement, mais prennent du plaisir dans la bastonnade. Ouais, je l'ai expliqué quand j'ai fait le live la dernière fois sur les crimes rituels, où j'évoquais justement un phénomène qui est une douleur libère une énergie. Donc, ça peut être un des moyens de stimuli, mais bon, après, les gens font ce qu'ils veulent. L'important, c'est d'être en phase avec votre partenaire et tout. C'est comment avec les lesbiennes, quel est l'impact sur le plan spirituel? Bon, je vais y répondre concernant les lesbiennes. Mais je ne suis pas dans un jugement de valeur. Dans une forme classique des choses, vous avez deux énergies. Je vous l'ai toujours dit pour ceux qui sont à l'école, en coaching et tout ça, que pour créer, vous avez toujours besoin de deux énergies. Mais l'univers fonctionne comme ça, matière et antimatière. Ok? Donc, il y a une énergie dite féminine et une énergie dite masculine, mais en vrai, vous avez compris le truc, ce n'est pas sexué, c'est un principe d'énergie, disons comme ça. Donc, il y a deux types d'énergie qui ne sont pas opposés, mais complémentaires. Et dans un rapport entre deux personnes de même sexe, il va se produire un déséquilibre. Ok? Parce que c'est comme en électricité, pour produire de la lumière, il faut du phase et du neutre. Ok? Donc, les mêmes énergies, généralement, ça fait en sorte que sur le plan psychique, il y a un dysfonctionnement. Mais, ça, c'est pour les gens qui ne savent pas s'y prendre. En spiritualité, bon, c'est comme quand on parlait de la masturbation tout à l'heure, hein. Des gens qui sont d'un certain niveau, ou alors qui sont accompagnés par des gens d'un certain niveau, savent être à l'abri des conséquences automatiques des rapports des personnes de même sexe. Mais pour celles, et comme tout le monde n'a pas le même niveau, généralement on recommande aux gens de ne pas le faire. Mais si les gens savent comment le faire, ou alors sont protégés par une énergie de quelqu'un de beaucoup plus grand, peut-être un maître spirituel, ou alors des blindages particuliers, voilà, ça peut se gérer assez facilement. Je dis la vérité, hein, je ne suis pas là pour embrasser les uns et les autres. Voilà. Alors, bon, on va peut-être avancer, sinon je serai un peu perdu. Donc, on était en train d'évoquer les causes des faiblesses chez la femme sur le plan sexuel. Oui, je vais répondre à toutes vos questions, pas de souci. Ok. Donc, on avait dit qu'il y avait des causes médicales, des causes physiologiques, et je vais aborder quelque chose qui est très important. Et je vais demander aux gens de tapoter et d'être un peu concentrés, d'accord? Parce que là, on va monter légèrement, on va ajuster un peu le curseur, ok? Il y a une des causes qui peut faire en sorte qu'une femme ne soit plus capable, apte à avoir un rapport épanouissant de qualité, ok? C'est des causes que moi j'appelle des causes traumatiques. C'est quand c'est la conséquence d'un trauma. Exemple simple. Une femme vient de perdre son frère ou son père.
elle n'est pas dans la configuration énergétique, psychique, qui va lui sécréter les hormones pour qu'elle ait envie d'un rapport. Voyez un peu. Maintenant, si toi, tu es l'homme et que tu ne comprends pas ça, et que tu te demandes ou que tu insistes, tu vas créer en elle un blocage. Et le problème, c'est que c'est ce mec-là qui donne toutes les commandes aux autres parties du corps. Voyez un peu. Et là, vous allez avoir une femme qui va subir le rapport plutôt que de le vivre. Et là, c'est très très grave. Ok. Donc, ça c'est un problème. Le deuxième cas que je peux prendre comme exemple, c'est à la suite d'un viol. C'est un trauma. Et petite story, j'ai reçu il y a 3 mois une jeune femme qui arrive en pleurs et me dit j'ai du mal avec mon partenaire. Chaque fois que je n'arrive pas à le satisfaire, disons comme ça. Ok. Je lui dis expliquez-moi, satisfaire, c'est-à-dire quoi? Il est trop gourmand, il est ceci. Elle me dit non, maître, c'est pas ça. C'est que je n'arrive pas à mouiller et j'ai mal. Et voilà, en creusant un peu, en activant un peu ma vision, je me rends compte qu'en fait, elle a un traumatisme qui a été... le cerveau a eu le réflexe mécanique de créer un filtre qui pour la protéger, mais de quelle façon? En gros, chaque fois qu'elle était en train de passer à l'acte, elle revivait un peu le truc. Ok, surtout que son viol n'a pas été fait d'une manière... Déjà que ce truc n'est pas classique, mais je veux dire classique puisqu'elle a été saccagée de partout. Et du coup, quand son homme l'a touchée à ces endroits-là, bah, elle sursautait et du coup, ça bloquait tout. Parce que souvenez-vous, hein, une femme, c'est d'abord la tête, avant le corps. Et comme nous sommes constitués d'énergie, ou plutôt des centres d'énergie, le centre d'énergie qui doit déclencher ces choses-là, bah, ça bloque. Vous comprenez un peu? Donc, il est donc du devoir du partenaire masculin de comprendre primo que elle n'est pas disposée, il lui faut un peu de temps parce qu'elle vient de perdre sa sœur, son papa, ou alors elle a eu une expérience douloureuse et moi là, ma façon de faire, il ne faut pas que je reproduise des gestes qui lui rappellent ce trauma. Et là, ça passe par une communication avec le partenaire. C'est très très important. Donc, vous pouvez donc avoir des causes de faiblesse sexuelle parce que votre corps il change. On a parlé d'accouchement ou alors des gens qui introduisent des trucs un peu trop gros. Vous avez des causes médicales, vous avez des causes traumatiques. Je vois une question super intéressante. On me demande si la frigidité est-elle une cause? Non, c'est pas une cause de faiblesse sexuelle. Une conséquence. Ok? Une manifestation d'un problème et c'est pas lui le problème. Et une des causes peut être l'endométriose par exemple, donc une maladie. Ça peut être la cystite par exemple, une inflammation vaginale. Ça peut être plein de choses. Ça peut même être psychologique, on mouille moins. Ça peut même être une pilule que vous prenez. Ça fait en sorte que vous ne mouillez pas trop bien ou alors vous avez trop mal quand ça rentre. Il faut beaucoup d'efforts du gars derrière. Donc c'est pas un problème, c'est une conséquence d'un problème. Super. Bon les gars, j'étais obligé. Vous savez, je parle souvent très peu des aspects physiques, mais on va entrer dans une autre dimension là. Mais pour ça, j'avais besoin de vous expliquer déjà comment ça se passe physiquement d'une manière naturelle. Ok. Avant d'entrer sur mon domaine à moi, qui est le domaine spirituel. Vu des questions là qui circulaient, on me demandait si la masturbation, nanana, peut être une des causes de faiblesse sexuelle. J'ai expliqué sur le plan physique quel pouvait être l'impact, le problème qui fera en sorte que la femme ait une impuissance.
Et je prenais le cas où elle a l'habitude de s'introduire des objets très très gros. Et du coup, son corps s'y est habitué. Et quand un gars normal arrive, c'est la catastrophe. Ok? Donc, maintenant, allons sur le plan, spirituel. Toujours avec le même exemple de la masturbation. Quand vous avez du plaisir en solo, il va se passer une succession en chaîne énergétique. Première des choses, vous allez libérer une énergie. Si je frotte entre mes mains, je libère une énergie de chaleur. Si je me mets à courir un peu trop vite, je libère une énergie calorique, etc. Donc, sur le plan spirituel, vous allez libérer une énergie. D'accord? Quand vous allez libérer une énergie, souvenez-vous de ce que j'ai dit au départ, c'est que vous avez aussi une énergie libidinale qu'on appelle la libido, et c'est une énergie qui peut être utilisée pour du sexe ou pour d'autres choses. C'est une énergie multifonction, gardez ça en tête. Quand vous allez donc libérer cette énergie sexuelle, comment est-ce que vous libérez cette énergie? Lorsque vous sortez de votre corps des fluides. Quand vous allez sortir ça, vous avez des entités qui errent, qui rôdent. Ok? Et ces entités-là vont donc... C'est un peu comme si vous avez une personne qui n'a pas mangé depuis 3, 4, 5 jours et elle passe dans un endroit, elle sent l'odeur du bon poulet braisé. Ça va attirer son attention au mieux. Au pire, elle peut vouloir voler votre marmite ou alors entrer sur vous par effraction pour X raisons. C'est pareil pour le monde spirituel, mais pire. Parce que je vous l'ai dit la dernière fois, vous êtes entouré d'entités. Parce qu'on a l'impression que quand on parle du phénomène invisible, ce sont des gens d'une autre sphère et nous on est là. Vous avez des entités qui vont avec vous tous les jours. Dans vos familles, dans votre maison, au travail, dans la rue, elles sont là. Et elles sont par degrés. Et quand vous libérez une énergie, quand je dis que ça les attire, en fait, quand j'ai pris le parallèle avec l'odeur, en fait, vous allez créer une connexion, une fréquence énergétique de connexion avec ces entités-là. Et qu'est-ce qui va se passer? Elles vont venir à vous. Vous voyez? Elles vont venir à vous. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quand vous libérez une énergie et qu'elle n'est pas retransformée de la bonne façon, vous êtes déchargé. Je m'explique. En principe, dans un rapport classique, le fluide de la femme doit entrer chez l'homme et vice-versa. Donc, il n'y a pas perte d'énergie, il y a transformation d'énergie. Il y a un transfert. Okay. Maintenant, donc, quand vous avez du plaisir en solo, généralement, l'énergie va tomber sur les draps ou alors par terre. Quand ça tombe sur les draps, je ne sais pas si vous êtes suffisamment évolué ou alors vous avez déjà entendu parler de ça, vous allez avoir ce qu'on appelle l'infiniment petit. Dans l'infiniment petit, vous allez avoir des êtres que vous ne voyez pas, mais qui vont se nourrir de vos énergies. Ok? Ça peut être des êtres dématérialisés ou des êtres matérialisés, mais pas suffisamment pour que l'œil nu puisse les capter. Ça, c'est la première des choses. Et deuxième des choses, pour ceux qui ont fait un peu d'électricité, de physique et tout ça, on vous disait retour par la Terre. Ok? Donc, il y a un phénomène cosmique qui est lié à la pesanteur qui fait en sorte que toute masse qui est inférieure à la masse de la Terre, la Terre l'attire. C'est pour ça que quand vous sautez, vous retombez. Maintenant, donc, dans votre énergie sexuelle, la Terre va l'absorber. Parce que c'est une énergie que vous ne savez pas maîtriser. Vous avez fait votre tour, et paf, vous avez libéré votre énergie de création. Parce que retenez que spirituellement, ce qui a été placé en vous, quand on dit que vous avez été fait, l'homme a été fait à son image, l'une de ces images-là, c'est ça. Pas l'image physique, mais la capacité de création. Et vous créez de deux façons. Avec le mental par projection, et physiquement avec la force créatrice. Ok? Donc, quand vous allez donc libérer
la force qui permet de créer, bah, du coup, vous êtes déchargé. Et dans un rapport sexuel classique, déjà, vous êtes essoufflé. Imaginez quand la Terre le récupère. Donc, pour la masturbation, le problème qui arrive, c'est que les entités, tout ça, vous absorbent. Mais vous pouvez me dire, mais alors, si on absorbe, il suffit juste que je fasse bosser mon corps éthérique, en gros, que je dorme. Et quand je me réveillerai le matin, bah, je serai en forme. Oui, mais c'est pas exactement comme ça. Parce que souvenez-vous, quand les entités viennent, ils ne repartent pas. Elles vous suivent. Et vous allez créer parfois des connexions avec des djinns amoureux, par exemple. Et au fur et à mesure que vous le faites, bah, le voile qui vous séparait de ces entités-là devient de plus en plus grand. Et plus vous donnez de l'énergie, plus l'entité a la force, plus elle a de la force, plus elle peut rester avec vous sur votre plan physique jusqu'à des cas de possession. C'est là que le danger spirituel commence à être important. Et j'ai même envie de dire, vous n'attirez pas qu'un seul type d'entité. Vous pouvez attirer 3, 4, 5, 10, 15, 20 entités. Juste pendant une masturbation. Donc vous voyez, ça commence à être un peu sérieux. C'est pas de la blague. L'autre cause, sur le plan spirituel, j'ai un peu essayé de l'évoquer, mais je me suis rendu compte que j'ai pas creusé le truc. Ok. Dans notre corps, on a des centres d'énergie qu'on appelle vulgairement des chakras. D'accord. Et dans ces chakras, l'un qui est vraiment associé à l'énergie féminine et tout ça, c'est le chakra sacré. Il est situé entre le pubis et le nombril. Quand on apprenait ces choses, sa distance correspondait à 4 doigts. Ok. Donc entre le pubis et le nombril, il est là votre chakra sacré, qui bosse beaucoup avec le chakra racine. Donc lui, c'est les envies de primaires de toutes sortes, le chakra racine. Le chakra sacré, c'est lui qui va se concentrer sur l'envie sexuelle, tout ce qui est la sexualité, les organes reproducteurs, etc. Donc, quand vous avez des activités sexuelles non contrôlées, bah, vous créez un déséquilibre d'énergie. Parce qu'en fait, comment ça se passe? Sur votre corps astral, vous avez un certain type d'énergie avec le corps éthérique. Donc, ces énergies-là sont concentrées dans certains points de votre corps. Généralement, ils sont 7. Je dis généralement parce que dans les majorités populaires, tout le monde on a 7 chakras. Mais quand vous poussez et quand vous êtes déjà à un certain niveau, vous allez vous rendre compte qu'on a plus de 250. Mais disons qu'il y en a 7. Cette énergie-là va être concentrée à différents points. Et ce sont ces énergies-là qui vous permettent d'être en bonne santé, entre guillemets. Donc du coup, quand vous avez une vie sexuelle un peu mal maîtrisée et tout ça, vous allez déséquilibrer ça. De quelle façon? Vous pouvez avoir plusieurs partenaires, ça peut arriver. Ou alors votre conjoint a plusieurs partenaires. Donc du coup, la femme avec laquelle il a dormi, peut-être qu'elle est très sale énergétiquement. Du coup, ça vous prend et ça vous contamine. Voilà. Donc et quand ça vous contamine, la répercussion sur le plan physique, c'est que vous allez porter toutes les poisses et les mauvaises entités et les mauvaises énergies qui étaient liées à ces personnes-là. Si parmi ces personnes-là, vous en avez une d'entre elles qui avait des problèmes de faiblesse sexuelle, bah, vous allez hériter. C'est pour ça que moi je dis toujours aux gens, bon après c'est un peu difficile, vous allez me dire, mais c'est mieux d'aller avec les gens qui sont d'un certain niveau. Parce que je vous l'ai toujours dit, dans une énergie sexuelle, c'est toujours la personne la moins chargée qui bénéficie. Donc voilà. Je vois qu'il y a plein de questions, je vais y répondre. Bonsoir maître, je vais bien et vous? Nickel. Je suis content de vous voir. Alors, dites-moi. D'accord. Déjà, avant toute chose, j'aimerais d'abord apporter un plus par rapport à ce que vous avez dit concernant la faiblesse sexuelle.
D'accord? Mais là, ça sera de manière spirituelle. Je vous en prie. Bon, ouais. Déjà, sur le plan spirituel, la faiblesse sexuelle chez la femme, ça peut être également causé par le fait que, par exemple, quelqu'un du village te lance peut-être un sort pour que tu sois du genre à être un peu comme, excusez-moi du terme, hein, à être un peu comme une chienne. Genre, si un homme passe à côté de toi, tu as envie de lui, dès qu'il dit un mot, tu as envie de foncer. Tu as, par exemple, la chatte qui démange, que tu as vu l'homme. Donc, il y a également ça. Oui, sans vous couper, je confirme. Parce qu'effectivement, je parlais du déséquilibre énergétique. Généralement, l'attaque à laquelle vous faites référence, généralement, c'est ce point-là qu'on touche. Donc, en gros, vous allez subir une frappe mystique qui va aller dérégler l'énergie qui est stockée dans votre chakra sacré, qui lui gère les pulsions sexuelles. Et là, effectivement, ça va en cacahuète. Donc, merci de m'avoir fait me rappeler de cet aspect-là. Ouais. Et il y a également des hommes qui ont une mauvaise influence. Et dès qu'ils couchent avec toi, ils te rendent esclave. Ils te rendent esclave. Voilà. Euh, j'ai une autre question. En fait, j'ai une question là. C'est que, par exemple, le fait d'avoir de l'intimité avec un homme Mhm. et qu'à chaque fois, tu te retrouves en train de saigner, spirituellement parlant, qu'est-ce que tu fais? Alors, spirituellement parlant, la personne est toujours en train de signer après un rapport, si j'ai bien compris. Pour ceux qui Pendant le m'ont coupé rapport, pendant le rapport, pendant ou après? pendant le rapport. D'accord, ok. Pendant le rapport, si la personne n'a pas ce dont je parlais en début, c'est-à-dire n'a pas un problème médical, euh, par exemple, ils ont que l'endométriose et autre chose, elle saigne souvent beaucoup, surtout quand la, la fréquence du, des coups administrés par le gars est un peu violente, ça peut arriver. Mais si on reste spécialement sur le point spirituel, alors il va se passer, il va se passer un truc. Ne cherchez pas de midi à 14 heures. La personne est en train probablement de vous pomper de l'énergie. Et si vous observez un peu la couleur du sang qui sort, c'est pas le sang classique là. Euh, donc il serait un peu parfois noirâtre ou parfois qui tire un peu vers du violet. Donc c'est voilà. Mais c'est pas trop bon, pas que c'est pas trop grave. C'est pas irréversible dans la mesure où il y a des travaux spirituels qu'on sait faire pour stopper le canal qui est ouvert pour que la personne passe et par ricochet, en deuxième lieu, récupérer tout ce que la personne a volé via ce canal-là. Donc, c'est quelque chose d'assez courant. Généralement, ce sont les gens d'un certain rang social qui utilisent généralement les petites filles pour ça. Mais si c'est pas médical, c'est la technique généralement qui est utilisée pour voler des énergies. D'accord. Je vous donnerai quelques astuces Euh, plus tard si on arrive à ça. en fait, là, moi, j'ai une certaine préoccupation. Euh, au vu de tous ces facteurs-là, au vu de tous ces facteurs, est-il normal de considérer l'infidélité de la femme comme étant impardonnable? Parce Très que ça, bien, c'est vraiment un gros problème, en fait. très bien. Bon, là, je crois que vous me connaissez un tout petit peu. Je suis pas anticonformiste, mais j'aime être vrai. Je vais peut-être me mettre d'autres collègues à dos qui ne pensent pas comme moi, mais on s'en fout un peu. On va regarder la vérité en face. Si vous n'êtes pas à l'aise, épanoui sexuellement dans votre couple, vous n'êtes pas venu sur cette terre pour souffrir ou pour accompagner les autres. Chacun aspire à son propre bonheur.
Alors, il y a des situations où c'est facile de quitter le partenaire. Il y a des situations où ce n'est pas évident, peut-être parce qu'il y a déjà d'autres contraintes, peut-être des enfants ou des choses comme ça. Par contre, quand vous voulez aller chez quelqu'un qui est capable de vous donner tout ce dont on ne vous a pas habitué, tout ce qu'on ne vous a pas donné ou qu'on ne vous donne plus, il faut juste s'assurer que c'est une personne bien, une personne positive et surtout une personne énergétiquement pure. Il ne faudrait pas il faudrait pas laisser la fenêtre pour ouvrir la porte. Donc, il faudrait que la personne soit énergétiquement pure. En gros, qu'il ne va pas vous salir. Donc, c'est le principal truc. Il ne faut pas se mettre dans des prisons involontaires. Volontairement, je veux dire. Donc, c'est pas... voilà. Par contre, il faut encadrer ça. Si vous savez vous protéger des parasites énergétiques plus tard, tant mieux. Si vous ne savez pas le faire, un maître pour vous accompagner. Et si c'est quelqu'un qui a déjà un certain niveau, vous pouvez être sûr qu'il va vous protéger tous les deux. Donc, voilà. L'histoire qu'on dit que non, tu es marié à l'église, même si ton mari monte, il descend, tu ne vois rien. Chaque jour, ton mariage est une prison dorée. Moi, je suis contre ça. Je suis féministe et j'estime que une relation sexuelle est une communication de deux personnes qui se respectent et qui essaient de tirer le meilleur côté de l'autre. Il ne faudrait pas qu'il y ait une personne qui subisse et l'autre qui la vive. Donc, grosso modo, voilà à peu près quoi. Mais ça ne doit pas être du désordre, ça doit être encadré. Okay? Ça doit être bien accompagné par un maître ou alors par certaines astuces et rituels que je pourrais vous donner peut-être plus tard. Bonsoir à tous. Bonsoir maître. Bonsoir au panel. Je ne sais pas si on m'entend bien. Nickel. Très très bien. Bon, déjà maître, c'est un plaisir de monter sur votre live. J'ai la joie dans le cœur. On dit chez nous, ça me sucre le cœur. Merci, c'est gentil. Ça me fait plaisir aussi de vous voir, d'être avec vous. Je vais essayer de multiplier un peu les lives, mais c'est pas évident, mais promis, je vais essayer. D'accord, merci maître. Bon, déjà, je vous reviens avec une question. Vous avez demandé qu'on vous rappelle cela à la suite du live. J'ai demandé tout à l'heure si on a des rapports, on n'a pas de rapport sexuel pendant des mois, mais pendant ce même temps, toujours, peut-être on a des couches de nuit. Est-ce que notre énergie, donc, est-ce que ce qu'on accumule, est-ce qu'elle est toujours forte ou alors elle est épuisée ou elle est captée par d'autres entités, je sais pas moi. Oui, elle est forte, sauf que elle est malheureusement, elle se perd au profit des entités liées aux couches de nuit. Parce que je l'avais expliqué le jour où je parlais des maris et femmes de nuit, je crois il y a 2-3 mois. Quand elles viennent vous puiser de l'énergie, il ne se passe pas que ça. Parce qu'en fait, imaginez que vous avez fini de nettoyer votre sol et qu'une personne vient y marcher avec de la boue. En repartant, elle va vous laisser de la boue. Donc, quand ces entités-là, leurs énergies se mélangent avec la vôtre, comme ce n'est pas de bonnes énergies, en tout cas en dichotomie avec la vôtre, elles vont vous laisser des traces qui vont vous impacter sur le plan physique. Peut-être des kystes, des myomes, ça c'est ce que la médecine conventionnelle verra. Mais en gros, ce sont des poisons ou alors des déchets d'entités qui ne peuvent pas prospérer parce qu'elles n'ont pas la même énergie, du coup, qui pourrissent dans le ventre. Ça crée donc ce genre de choses. Mais c'est un jeu d'enfant, c'est les enlever. Mais au moins, c'est déjà bon de savoir que ça impacte. Donc, du coup, le problème serait plutôt pas de soigner, mais de déraciner le mal. Est-ce que penser à quelqu'un d'autre pendant le rapport sexuel est dangereux? C'est-à-dire, j'ai un rapport sexuel avec Pierre, mais je pense à Paul. Est-ce que c'est mauvais? Parce que Paul me stimule, parce que quand je pense à Paul, je suis plus en extase, mais je suis avec Pierre. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Très, très bien. Et ça me permet même de préciser un truc. Vous savez, je vous ai toujours dit qu'on est conscient de notre environnement à travers les 5 sens. Dans le plaisir en amour, c'est beaucoup plus vrai. Je m'explique.
pour qu'une femme aime vraiment quelqu'un ou se sente à l'aise, elle a besoin de voir la personne, de sentir l'odeur de la personne, de toucher la personne, d'écouter la personne. Vous avez compris. Vous avez 5 sens. Quand on commence à enlever un sens, peut-être vous ne l'entendez pas suffisamment, vous allez l'aimer à 90%. S'il ne vous touche plus, vous allez l'aimer, vous avez compris. S'il ne vous parle plus, si vous ne faites, etc., vous voyez un peu. Donc, et du coup, quand vous êtes dans cette configuration-là, le cerveau de la femme n'est pas comme pour l'homme. Hein. L'homme peut y aller comme un soldat, il se détache émotionnellement, voilà. Mais la femme, c'est pas ça. En tout cas, une femme amoureuse, hein, je ne parle pas de celles qui en ont fait un métier. Ça, c'est autre chose. Encore que même pour celles-là, elles ont toujours quelqu'un qu'elles aiment pour de vrai. Donc, une femme doit d'abord être épanouie émotionnellement pour que tout le reste suive. Et justement, il y a des faiblesses, en tout cas des situations où, quand c'est son gars là, c'est bizarre. Mais quand elle pense au vrai boy, qui sait comment lui parler, comment la stimuler, comment faire ci et ça, bah, elle peut même mouiller le lit, hein, parce que justement, le gars sait s'y prendre. Donc, c'est un peu comme quand on se masturbe, mais l'autre cas, effectivement, oui. C'est pour ça que j'ai dit que vous devez écouter votre corps. Je n'ai pas voulu complexifier en disant il y a le corps mental, le corps physique, mais c'est la même chose. Donc, voilà. Et Donc, même, on peut si se vous le commencez, si vous commencez à être, à avoir de l'extase uniquement avec la personne à qui vous pensez, peut-être même qu'il faut aller sur la personne une fois, hein. Ouais, ok. Faut pas se mentir à soi-même. Non, bon, parce que parfois on est bloqué dans... C'est-à-dire la société nous embrigade dans certaines choses. Ouais, c'est pas... Je sais pas. C'est ce que je disais. Qu'il y a trop d'hypocrisie alors que tout le monde recherche le bonheur. Vous voyez un peu? Donc, ce sont les hommes qui ont gâté le marché. Donc, franchement, et en plus, le pire, c'est que vous allez être là à vous poser des questions. Est-ce que si ça, lui ne réfléchit pas, hein. Là, il peut déjà aligner 4, 5. Lui, il est épanoui sexuellement. Il ne pense même pas à vous quand ça vient. Donc voilà. Mais avant d'aller donc sur une personne qui est un vrai boy, il faut s'assurer qu'il est spirituellement prêt aussi. On va pas aller sur le premier tétard. Le problème pour moi, c'est que, par exemple, quelqu'un... Bon, il a peut-être après, pour ne pas sans vous couper... Bon, laissons, allons comme ça. Il y a des trucs que je voulais déjà dévoiler, mais j'ai vu le truc... je vais vous donner une astuce pour être performant, même si vous mettez seulement sur le sable ou la lune, même si vous êtes au 3e étage, je vais vous montrer ça. Mais ça dépend de vous. D'accord. Allez-y, je vous écoute. Bon, ok, je vais laisser cette partie-là. Bon, mais je voulais dire aussi... non, mais le sujet, là, je vais trop renchérir. Donc, mieux je sors. Vous connaissez le principe, non? C'est comme quand on fait la course là, avec le bâton. Après 3 questions, on passe à une autre personne, mais d'abord pause. Voilà, c'est pour ça que je vais passer à ma dernière question. Mais que pensez-vous je vois cette pratique sur les réseaux sociaux, je sais pas vraiment, je m'y connais pas vraiment, de ce que les gens appellent la Kundalini, l'éveil de la Kundalini. Est-elle une pratique saine? Est-elle bénéfique pour l'homme, ou en tout cas pour la femme, pour nos femmes? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, on va un peu laisser les gros mots, hein. Il suffit juste de canaliser votre énergie sexuelle. D'accord. Pour qu'elle vous apporte soit de l'épanouissement purement sur l'acte, soit vous accompagne quand vous voulez faire des choses. Le sexe n'est pas que pour dormir et ronfler après, hein. Vous pouvez débloquer même votre vie avec votre propre énergie. Il y a des périodes où vous êtes en menstru, il y a des périodes après les menstrues, il y a des périodes quand vous éjaculez. Donc, il y a des façons de gérer ça. Dans l'idée est donc de canaliser toutes ces énergies-là à un certain point, à un certain moment, pour que quand vous allez la faire exploser, les choses s'y passent. D'accord, maître. Ok, bon. Merci beaucoup, maître.
J'ai plusieurs questions. Je vais aller tout doucement. C'est un sujet très fort. Ok. Et donc, j'aimerais savoir de prime abord, est-ce que la faiblesse, la FS chez la femme est vraiment, du moins, aussi visible que chez l'homme, en fait? Je ne sais pas si... Est-ce qu'elle a une conséquence aussi visible que chez l'homme, puisqu'elle est que réceptive, en fait? Oui, et je vais répondre. Ça va dépendre du type et du degré. Un exemple simple. Il y a des femmes, à chaque fois qu'elles vont commencer un rapport, elle a mal. Il y a des femmes étroites qui a mal, ou alors elle ne lubrifie pas suffisamment. Et quand le mec ne prend pas le temps de faire peut-être des préliminaires ou alors de se servir de gel et tout, ça l'irrite. Ou alors, après un rapport un peu genre, le vagin peut gonfler. Vous voyez. Ce sont des choses dont l'on peut s'en rendre compte s'il est assez attentif. Mais par définition, d'une manière classique, basique, ce que je disais au départ, c'est moins visible que pour l'homme. Un homme qui est excité, vous voyez son truc se mettre au garde-vous. Une femme qui est excitée, il faudra plutôt comprendre sa communication non corporelle. Donc, c'est un peu ça. Et donc, dans la première question, d'après votre réponse, alors je vais reposer une autre question. Est-ce que alors pendant l'acte sexuel et que la femme ressent plutôt une frustration pendant le moment, ou bien une colère qui est sujet, est-ce que c'est un signe d'alerte de FS? Je sais pas. J'adore cette question. Franchement, je l'adore parce qu'elle me permet de préciser un truc. Il ne faut pas confondre entre une faiblesse sexuelle et une panne technique passagère. La panne technique peut survenir peut-être émotionnellement. Là, peut-être du stress, elle pense à quelque chose, voilà. Ou alors, vous avez même fait un truc qui bloque un peu chez elle. Peut-être que pendant que l'homme est en train de vous de faire les pompes sur vous, il pète. Et du coup, l'odeur là... tu dis que le gars, si tac, ça coupe. Tu l'as bien envie. Toi-même, est-ce que tu seras encore à l'aise? Donc, ça va bloquer. Donc, ça, c'est une panne technique un peu... Voilà. Et il ne faut pas confondre ça aussi avec la libido. On n'a pas envie de faire l'amour tous les jours. Vraiment... Les hommes qui pensent que l'acte sexuel, c'est la performance, là, ils n'ont rien compris. Un acte sexuel, ce n'est pas une performance, c'est une communication. On n'a pas envie de parler tous les jours. Il y a des gens qui vous écrivent en IMB, vous voulez leur répondre, vous voulez seulement se faire, non. Quand il t'écrit coucou bébé, ça t'énerve même d'abord. Parce que toi, tu voulais peut-être regarder tes stories, il vient te perturber dans ta quiétude. Il y a les jours où on n'a pas envie. Même si vous aimez votre gars, comment? Il y a les jours où on n'a pas envie. Et ça, il doit comprendre. Donc, c'est différent d'une faiblesse sexuelle qui sera beaucoup plus soit répétitive, soit pérenne dans le temps. Donc, en gros, les mêmes schémas se répètent, quoi. Et quand les schémas se répètent déjà, là, c'est un problème. Les problèmes signifient conséquences. Conséquences signifient identifier les causes et traiter derrière. Ok, merci maître pour vos réponses. Donc, ne donnez plus trop à manger aux gars avant de faire les pompes, hein. Il mange pas, après il a faim. Il mouille alors. Il faut bien manger pour être bien résistant. Bref, anyway. Et j'ai une autre question qui va aller dans un autre sens par contre. Pour ces femmes qui ont plutôt un appétit sexuel débordant, autant pour moi, est-ce que le fait d'écouter constamment son corps, du moins vouloir répondre à ses attentes, aux attentes physiques, n'exposerait pas cette dernière à une sorte de... Je sais pas, est-ce que plus tard, il n'y aurait pas une conséquence de cette abondance d'appétit chez la femme? Est-ce qu'il n'y a pas un effet, pas second, est-ce que je vais dire secondaire? Je ne sais pas si vous avez un peu compris ce que je veux dire. Très très bien. Dans l'absolu, on dit que tout excès nuit, dans l'absolu. Mais c'est là qu'on doit être vrai envers nous-mêmes et avec le partenaire.
Si moi je suis une femme et que j'ai de l'appétit et que le gars derrière ne suit pas, à un moment donné, il faut le banquer. Hein. Je suis désolé les gars, mais bon, il faut le banquer. C'est pour ça qu'avant, avant qu'ils se mettent ensemble, avant qu'ils s'épousent, il y avait un ensemble de choses que l'un et l'autre testaient. Est-ce que cette femme-là sait faire la cuisine? Est-ce que cette femme-là sait dresser une table? Voilà. Et chez l'homme, regardez, est-ce qu'il est circoncié? Est-ce que son truc n'est pas penché? Est-ce que... Vous voyez? Donc, et d'ailleurs, même, petit secret hein, pour les femmes, désolé un peu les gars. Si vous avez un partenaire que son truc regarde toujours à gauche ou à droite, là, vous pouvez être sûr qu'à un certain moment donné de sa vie, il va perdre en efficacité, en endurance, voilà. Pourquoi? Parce que chez un homme, c'est le sang qui gonfle l'élément de pénis. Ça vient par la tête, ça gonfle le truc. Et dans la configuration de la femme, rappelez-vous ce que j'ai dit, son chakra racine est positionné vers le haut, pas sur le côté. Comprenez un peu. Et avec l'âge, quand tu es d'abord normal, tu es comme ça. 60 ans, 70, machin, ça commence à descendre, tu ne montes plus. Donc c'est toi seul qui est vu, c'est toi seul qui est comme ça, c'est comment? Donc à un moment donné, il faut se dire que bon, le gars, c'est comme l'électrophorèse. C'est pas parce que je t'aime trop que tu vas me donner les enfants A, S ou SS tout le temps. Donc ça peut être un choix. Que bon, le gars, si son croissant est un peu penché, mais je le prends comme ça, ce sont comme ça. Mais après, il ne faudra pas pleurer. Hein. Donc, c'est question de choix. Il faut aussi savoir un peu ce qu'on veut et être honnête envers soi-même. Moi, j'ai eu des femmes en coaching qui m'ont dit vraiment, je reste avec ce mec parce qu'il m'apporte de la stabilité. Voilà. Mais en vrai, quand moi je veux vraiment monter sur les tours, moi j'ai mon pompier. Hein. C'est bien, c'est pas bien. Moi je suis pas jugement de valeur, moi je suis sur les faits. Mais je vous dis, donc si vos gars ont les trucs penchés là, voilà. Après il y a des méthodes naturelles pour redresser un peu. Hein. Voilà, ok. Donc ça veut dire qu'en gros, ça doit même les gars qui me portaient trop les caleçons là, faites pas attention. Hein. Parce que vous pouvez avoir des problèmes de procréation ou de résistance de vos spermatozoïdes après. Hein. Parce que c'est pas pour rien que c'est dehors. Il y a un problème de température aussi un peu à respecter. En dehors de ça, tu peux pas comprimer quelqu'un 24 heures sur 24, c'est comment? Même vous-même les femmes, quand à un moment donné, vous voulez libérer votre poitrine, non? Pourquoi est-ce que vous laissez votre gars être en prison 24 sur 24? Attendez, mais ça, c'est vous avez souligné le point. Est-ce que vous parlez bien des... Est-ce qu'il y a caleçon, il y a bermuda, il y a culotte, il y a tout. Donc, ça doit rester dans quelqu'un, un homme bien doit porter un pantalon sans rien en dessous. J'aime pas ce que j'ai dit. J'ai dit que de temps en temps, il faut respirer un peu. Et d'ailleurs, il ne faut pas dormir avec ça la nuit. Parce que c'est la nuit que les cellules se régénèrent, que les hormones se reconfigurent, etc. Donc, et vous qui avez les petits enfants là, faut pas leur mettre les caleçons la nuit. Hein. C'est un peu bizarre ce que j'ai dit parce que vous allez bloquer le processus d'évolution du truc du gars. C'est un secret que je vous donne là. Donc, si vous voulez que votre garçon soit garçon sur tous les termes, comprenez qu'à un moment donné, quand il dort, je vais pas lui mettre de truc. Vous devez aussi tâter si ces deux testicules sont descendus. Généralement, c'est entre 3 ans et 7 ans. Donc, si vous touchez et que il n'y a que la peau en bas là, commencez déjà à savoir comment régler ce problème. Donc, voilà. Merci, maître. Je vais poser l'avant-dernière question. Et donc, en dehors des maladies qu'on connaît qui sont répandues, qui pourraient éventuellement être une conséquence, une cause, oui, des FS,
est-ce qu'il y aurait des pratiques qui pourraient aussi entraîner cela chez la femme? J'ai pas bien compris la question. Est-ce qu'on peut m'aider? En dehors des maladies, comme l'endométriose et autres, tout ce qu'on a cité, qui peuvent être des conséquences de cela, est-ce qu'il y aurait des pratiques en dehors des maladies qui pourraient éventuellement être la cause de cela chez la femme? Oui, bien sûr, bien sûr. C'est ce que je me bats à dire aux gens depuis que il faut pas reproduire tout et rien dans ce qu'on voit sur les réseaux. Parce que généralement, ils ne savent pas ou alors ils ne vous disent pas toujours qu'il y a des dispositions à prendre, cercle de protection à faire, etc. Ou alors parfois, il va vous dire de réciter une incantation, mais vous ne comprenez même pas ce que vous dites. Donc voilà. Donc ça peut arriver, mais c'est... Après, il faut savoir, c'est divers et varié aussi. Je voudrais savoir où est-ce qu'il serait recommandé de verser, pour l'homme, de verser le liquide là sans toutefois le décharger. Où est-ce que c'est approprié, c'est recommandé de verser le liquide là, que le volcan crache son feu. Où est-ce que c'est approprié en fait? Bon, c'est mieux que ce soit dans le réceptacle, donc en gros chez la femme. Bon, il y a des pratiques où des femmes préfèrent boire ça comme du lait. L'avantage, effectivement, c'est que ça recharge l'énergie, ça donne du tonus, c'est tout ce que vous voulez. Mais ça décharge quand même l'homme. Ça recharge énormément la femme. Quand je dis recharger, c'est pas que sur le physique, hein. Genre le bassin va s'arrondir, le fessier va se machin et tout. Même dans le plan de cette activité, les affaires et tout. Donc voilà. Du coup, si j'ai bien compris, vous recommandez de boire du sperme, c'est ça? Non. Je n'ai pas dit ça. J'ai juste expliqué ce qui fait quoi. Si vous le buvez, sachez que vous allez plus en bénéficier que le gars. C'est ce que je veux dire. Et voilà, donc vous n'allez pas réveiller les gens en pleine nuit. Oui, bien sûr. D'accord. Maître, est-ce qu'avant de boire, il ne faudrait pas d'abord regarder la qualité? Parce qu'il y a... Oui, bien sûr. Ça a un impact. Bien sûr. Parce que le mauvais aussi pourrait éventuellement... Non, vous avez raison. Vous avez raison. Parce que... La qualité. Voilà. Non, vous avez raison. La qualité du sperme va beaucoup jouer sur ce que vous allez avoir. Effectivement, si c'est un sperme de très mauvaise qualité, comme on dit dans le jargon, vous allez lire. Donc, en gros, comment vous pouvez reconnaître ça? Et j'invite aussi les hommes à être attentifs parce que ça va vous permettre d'identifier si vous avez un problème ou si vous êtes vraiment sur la pente descendante et il faudra très rapidement faire des trucs. Donc, première caractéristique d'un sperme de mauvaise qualité, c'est quand il est un peu trop liquide. Ok. Il doit avoir une certaine consistance. Si vous voyez un sperme qui est trop liquide, c'est pas un bon sperme. Deuxièmement, vous en avez un autre où il est un peu jaunâtre là. Même si vous aimez le gars, comment, moi je vous conseille de d'abord un peu laisser. Ok. Parce que là alors, vrai, c'est la résultante de peut-être d'une IST ou je sais pas trop quoi. Donc voilà. Et aussi, si vous finissez de faire le rapport avec votre partenaire et que ça coule tout de suite, genre vous levez là, ça tombe déjà comme si... Vous pouvez être sûr que c'est de mauvaise qualité et que il n'y a pas assez les gars rapides. Ils vont souvent aller où il y a l'œuf. Vous voyez un peu. Donc, ce sont des choses comme ça. Ou alors, si vous observez son sperme, vous avez l'impression qu'il y a un peu des grumeaux ou des trucs un peu bizarroïdes dans ce sens-là, un peu comme des caillots, des trucs comme ça, là. Il faut laisser. Un bon sperme
est blanc ou légèrement blanchâtre et il est un peu compact. Vous voyez. Donc, si vous n'êtes pas dans cette configuration-là, comprenez que votre partenaire a besoin d'aide. Et si c'est juste un jongleur comme ça, là, donc, dans cette configuration, il est donc logique de ne pas boire du lait puisque ce n'est pas de bonne qualité. Il va avoir mal au ventre. Maître, j'ai une question. Mhm. Après un rapport sexuel, est-ce que c'est nécessaire, par exemple, de faire les bains? Oui. D'accord, ok. Ouais. Mhm. Alors, je t'entends le dire, ce n'est pas... Il faut faire des bains, c'est pas n'importe quel bain. Et petite précision, quand on parle de bain, il y a 4 types de bains. Il y a les bains de type eau, c'est ce que vous utilisez tous les jours. Il y a les bains de type air, ce sont les fumigations. Il y a les bains de type terre, c'est ce qu'on utilise pour mettre sur vous avec de l'argile, de la terre et tout ça. Il y a des bains de type feu qu'on fait souvent généralement pour exorciser, délivrer, chasser les mauvaises choses. Donc, pour les bains de type eau et air, voilà, c'est bien de les faire après un rapport sexuel. Voilà. Bon, après, ça dépend. Si c'est un partenaire quand même énergétiquement élevé, vous n'avez pas trop de soucis, surtout si vous êtes en phase. Mais si c'est un partenaire douteux, moi, je vous recommanderais la combinaison suivante. Vous prenez un peu de sel, vous prenez 9 clous de girofle, vous prenez du lait non sucré, du lait d'un animal, hein, de vache, je sais pas quoi. En tout cas, pas des trucs de supermarché là. Donc voilà, du lait bio non sucré. Vous mélangez un peu le tout et vous lavez de la tête aux pieds en faisant les intentions de purification. Voilà, et ça devrait aller. Donc, on peut répéter ça, une fois tous les 2 mois, ça peut aller. Hein. Après, si on a une activité trop intense, on peut le faire une fois par semaine. Sinon, il y a également des savons spirituels à utiliser après le bain. Genre, quand par exemple tu te retrouves en face de la personne qui est compliquée, il n'arrive pas à partir à l'acte avec toi. Bon, merci pour la question. Hein. Comment vous savez que le savon est spirituel? Bien parce que c'est écrit sur le papier. On mentionne. Voilà. Laissez-moi vous dire que la plupart de ces choses-là, ce n'est que du marketing. Parce que je vais un peu vous aider à comprendre. Quand on parle d'un savon spirituel ou d'une eau spirituelle, tout ce que vous voulez, ça sous-entend que ça a été chargé par une énergie pour guérir quelqu'un. Ok. Donc, quand vous dites, et généralement, l'énergie qui est utilisée pour magnétiser le médicament, c'est l'énergie du maître derrière. Et généralement, c'est lié à un malade ou à une catégorie de malades. Donc, on ne peut pas me dire qu'on a industrialisé cette énergie-là de manière à traiter des centaines de personnes. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est du marketing. Moi, par exemple, quand je veux aider des gens, surtout s'ils sont à distance, je peux leur demander de me mettre à disposition un témoin. Ça peut être de l'eau, ça peut être une photo, ça peut être quelque chose. Et je vais magnétiser ça de manière à ce que je vais télécharger le médicament dans cette bouteille d'eau pour que quand il va l'utiliser, ça marche. Lui va juste croire que c'est une bouteille d'eau, mais c'est l'équivalent du parfum. Donc, il devait faire des prières que quand la personne va se laver, le médicament agisse. Comme ça. Donc voilà. Donc c'est pas parce qu'on est que savon spirituel, huile d'onction pour soigner la calvitie. Vous allez mettre ça, je vais mettre ça sur ma tête fatiguée, mais ça va pas marcher. Hein? J'en suis sûr, sinon ce serait trop facile. Donc voilà.
D'accord. Bonsoir d'abord et bonsoir à la classe. Bon, j'avais posé une question dans le chat, mais j'ai pas eu la réponse. Là, je repose la question. Ouais. Et à savoir, est-ce qu'il y a une conséquence ou bien des conséquences pour une femme, par exemple, qui, pendant de longues années, genre 5 ans, 10 ans, 3 ans, n'a pas eu de rapport sexuel? Est-ce qu'il y a spirituellement, est-ce qu'il y a des conséquences pour cette Non, personne? il n'y a pas de conséquences et c'est même d'ailleurs très bien. Ça veut dire que vous avez emmagasiné une quantité phénoménale d'énergie en vous. Et vraiment, l'heureux est lui qui va passer après, il est très chanceux. Parce que si c'est quelqu'un de spirituellement bas, vous allez le recharger de ouf. Si c'est quelqu'un de spirituellement haut, il va vous encadrer. Mais dans tous les cas, vraiment, vous avez emmagasiné une énergie. Quand à l'église, vous entendez souvent dire que les gens ont fait vœu de chasteté ou que les femmes sont au couvent. Ce n'est pas trop pour Dieu. Hein. Ils font ce qu'on appelle de la magie sexuelle. Et l'une des techniques est la privation. Ok. Et ce qu'on ne leur explique pas, c'est qu'ils accumulent une force et c'est l'égrégore ou le prêtre qui récupère. En gros, c'est comme ça que ça se passe. Donc, l'idéal, c'est que votre énergie là vous profite à vous, en sachant comment l'utiliser, par exemple. Donc, c'est même très bien, c'est pas mauvais. Bon, sur le plan physique, vous n'êtes pas aussi un robot. Donc, il y a le chakra racine qui peut vous déranger un peu, celui qui est au niveau des pulsions et tout ça. Mais sinon, spirituellement, c'est pas mauvais. D'accord. Merci pour la réponse. C'est bon. Je vous en prie. Et bon, je sais que on en avait déjà parlé dans un des lives de Lise également, mais si jamais, étant donné que si tu es une personne qui n'a pas le troisième œil ouvert, tu peux pas lire l'énergie, tu peux pas voir. Can you do something not to share your energy, like to give your energy away during the act? Est-ce que c'est possible parce que tu ne peux pas savoir si le gars il est bas ou pas. Donc bon, même si tu peux le ressentir et tout ça, mais si on ne veut pas recharger la personne et garder son énergie pour soi, mais par contre si la personne est plus chargée, il n'y a pas de problème. Let me sum up in order to be sure that I understood very well. So you want to know if it's possible to keep your own sexual energy without give it to someone else in order to avoid maybe some kind of contamination, right? That's exactly what I'm saying. I just like maybe if the guy is not at the same level as you, you don't want during the sexual act you could recharge that person. So you don't want to do that. Yes, I get the point. I get the point. And that to happen. Yeah, okay. I get the point. And yes, of course, there are a lot of techniques that we can use to avoid you some kind of contamination. If you are in the context that you don't really know or you don't know how to open your third eyes to see if something wrong about that guy. And most of the time, what I propose to what I used to propose is to have some kind of spiritual protection. What it means like you are going to upgrade your energy in the way of nobody can bring you in trouble if it has some very bad intention behind when it comes to you, you know, because sometimes maybe you can have good intention with a man, but it's not really the same thing, and maybe he's coming to you maybe to get something with you and use it is another way. So it's possible, but honestly, it's not with a tips. It's a treatment, you know. That's why you have to maybe to come closer to me, and we are going to see together what is the best type of protection relevant for you in some kind of situation. Donc pour les autres, j'étais juste en train de dire que en général, dans ce genre de contexte où on ne veut pas être contaminé quand on va avec un homme, c'est pas vraiment une astuce qui va aller. C'est mieux
d'avoir une protection spirituelle assez élevée de manière à ce que si une personne a de mauvaises idées, que ça ne puisse pas marcher parce que vous avez un bouclier fort. Donc, soit il va venir, il va se passer, ou alors vous allez le dégoûter, il va vous fuir parce que le niveau de protection, il aura peur. D'accord. Merci, maître. Oui, je vais bien. Bon, déjà, je me félicite parce que j'ai pris mon courage à 2 mains pour monter. That is good. And if you feel comfortable in English, you can go on. No worries. Bon, je vais juste y aller en français. Ok. Pour que les- Je vais les- t'aider si c'est compliqué. D'accord, merci. Ok, première question. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a une signification spirituelle que la femme ressente le dégoût en plein milieu de l'acte? Mhm. Il y a une signification, elle peut être à 2 niveaux. Soit c'est la femme elle-même qui est en contact avec un djinn, ou un démon amoureux, ou un esprit de ce genre, et qui vient parasiter. Ça existe, hein, comme ça. Donc c'est souvent un cas assez classique. Ou alors, quand vous êtes en train de faire l'amour avec la personne, c'est plutôt l'énergie de la personne là, quand elle veut déjà commencer à faire de mauvaises choses, et votre corps astral bloque. Parce qu'elle n'est pas à l'aise avec la personne qui est devant vous. En gros, il veut déjà vous vampiriser, et du coup, ça bloque, et ça se traduit sur le plan physique par du dégoût. Donc généralement, c'est comme ça. Dernière question. Les gens qui ont des maris de nuit, est-ce que cela peut être la cause de faiblesse sexuelle? Oui, bien sûr. Bien sûr, parce que comme je disais, non seulement elles prennent des énergies, et le contact avec ces énergies-là, il laisse des dépôts. Et ces dépôts-là vont se traduire sur certaines choses, donc la faiblesse. Et c'est même l'une des premières causes spirituelles, hein, en vrai. Parce que ce soit la masturbation ou ça, in fine, il y a toujours un élément perturbateur qui nous pourrit la vie. Donc, ne cherchez même pas oui. La réponse est oui, sans embâche. I'm a little bit confused here parce que dans le live sur l'énergie sexuelle, vous aviez dit que, par exemple, quand vous aviez parlé des gens qui font des partous et consorts, ils vont ramener chez eux des entités du bas astral. Et ces entités-là vont les faire vouloir toujours avoir des rapports pour se nourrir de cette énergie-là. Mais dans ce cas maintenant, les maris de nuit font en sorte que la personne ait une faiblesse sexuelle. Genre ça, c'est un peu contradictoire, je pense. Non, c'est pas contradictoire. Et en fait, vous avez raison, mais je vais juste expliquer un truc, hein. Mhm. Quand une entité vient vers vous, son rôle n'est pas de vous donner une faiblesse sexuelle. Pas son rôle, sorry. His goal, si on peut dire ça comme ça. C'est pour prendre de l'énergie. Parce que pour se maintenir sur ce plan matériel, alors qu'ils sont dématérialisés, ils ont besoin d'énergie. Et les gens qui peuvent lui donner cette énergie-là, c'est nous, les humains. Donc, il vient pour l'énergie. Sauf que quand il te pompe, du coup, tu as une faiblesse à ce niveau. Un exemple simple. Imagine que tu donnes toujours ta nourriture, ton argent à quelqu'un et que tu n'as rien qui recharge ton plat. À un moment donné, tu n'as plus rien. Ou alors, imagine que tu es une personne qui est toujours en train de parler ou d'écouter les autres. À un moment donné, l'énergie que tu as va tarir. C'est pareil, hein? Donc, si tu as une poche, remplace l'argent par énergie. Chaque jour, on vient, on prend. À un moment donné, tu ne peux plus. Et quand tu auras besoin de ton argent pour acheter quelque chose ou alors de ton énergie pour faire l'amour, tu ne l'as plus. Conséquence, tu as une faiblesse sexuelle. Donc, c'est comme ça, en fait. Donc, quand ils viennent, le but, c'est pas ça, mais
ça fait que la conséquence, c'est que vous devenez quelqu'un qui ne peut plus avoir une vie sexuelle normale. En fait, c'est ça. Ok. Donc, ce n'est pas que... non, c'est une conséquence parmi tant d'autres. Et ça, vous ne voyez que sur le plan de l'énergie, mais ça peut aller beaucoup plus loin. Peut-être les activités sont bloquées, les opportunités pareilles, vous perdez peut-être en aura, les gens ne vous écoutent plus, les vrais hommes ne viennent pas, donc beaucoup de choses. Ok. Moi, je pensais à une autre question. Ça concerne la masturbation. Donc, est-ce que sur le plan spirituel, quand une personne pratique la masturbation, je pense que ça attire des entités du bas astral, n'est-ce pas? Bon, les entités toutes sortes, disons comme ça. Il n'y a pas que c'est du bas astral. Ok. Si maintenant quand la personne pratique la masturbation, la personne ne se laisse pas jouir, est-ce qu'il y a une différence à ce moment-là? Il n'y a pas de différence. Bon, la différence est sur le plan physique en termes de fluide. Mais n'oubliez pas que vous n'avez pas que ce corps. Hein. Vous avez 6 autres corps à gérer. Et quand vous faites l'amour, alors quand vous vous stimulez tout seul, il y a le corps mental qui entre aussi en jeu. Et lui aussi génère des énergies. Vous avez vu quelqu'un qui est cliniquement mort, qui réfléchit. Il ne peut pas. Non. Donc, pour que vous puissiez faire... Je vous ai dit, l'univers est mental. Donc, pour ceux qui sont en cours savent qu'avant de créer quelque chose, vous devez l'avoir pensé. Donc, tout ce que tu fais dans le mental, tu l'as déjà créé. La différence, c'est que tu ne vois pas encore. C'est comme si tu as un étudiant qui rédige son mémoire sur la machine. Tout son mémoire est dans la machine, mais il n'a pas encore imprimé. Imprimer, c'est le corps physique. Le corps mental, c'est ta machine. Mais tout ça existe. Il y aura juste un temps où tu vas finir par imprimer ça. Donc, en gros, ça va se matérialiser, mais sinon, tout est là. Donc, le fait que tu n'éjacules pas et tout, ça, c'est physique. C'est un type d'énergie. Mais il y a un type d'énergie mentale qui est aussi puisée. Donc, voilà. D'accord, merci, maître. Je vous en prie. Bon, je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions, mais en attendant que les autres montent, vous avez fait des efforts, on est presque à 100. Je voulais pas quand même vous laisser comme ça et je voulais vous proposer certaines techniques qui peuvent vous aider. Alors, c'est pas la panacée, hein. Ce sont des choses qui peuvent vachement vous dépanner, vous sauver un peu la mise. Mais pour des gros trucs d'envergure, il faudra se rapprocher des gens qui savent et qui savent. Donc, voilà. L'un des trucs que je recommande souvent, c'est, pour ceux qui aiment ça, hein, c'est de faire du yoga en privilégiant la posture du papillon. Pour faire simple, c'est parce que je ne peux pas me lever. Vous allez un peu écarter les pieds, écarter aussi un peu les mains comme ça. C'est une posture de yoga bien connue. Bon, pour celles qui ne sont pas très souples ou alors qui ont vraiment... où le sport n'est pas trop leur dada, vous pouvez demander à votre partenaire d'adopter cette position-là quand vous avez un rapport. Je vous explique. La position du papillon, en principe, vous avez les 2 pieds écartés, les 2 mains écartées. Imaginons que vous êtes comme ça et qu'il vous renverse sur le lit. Donc, votre dos touche le lit. Il faudra qu'il maintienne vos 2 pieds légèrement soulevés de manière à ce que vos genoux arrivent au niveau de vos épaules. Parce que vous ne pouvez pas le faire vous-même parce que la masse du corps, soit si vous vous aidez de vous-même avec vos 2 mains. Donc, il faudra qu'il vous prenne dans cette position-là et qu'il commence à faire soit des mouvements circulaires avec son bassin pendant qu'il pénètre dans le sens des aiguilles d'une montre, ou alors il peut y aller directement, mais on va maintenant dans cette position même pendant 5 à 7 minutes. Pourquoi? Parce que rappelez-vous, on vous a dit que c'est là que se situait le chakra sacré. Donc en gros,
quand vous êtes dans cette position-là et que le mec y va avec le bon rythme, si vous avez un blocage psychologique qui fait en sorte que vous n'avez pas un rapport sexuel épanoui, il va débloquer ça dans cette position-là. Donc, et là, il n'a pas besoin d'aller trop vite. Il vous met dans cette position-là et il y va un peu doucement. Ça aussi l'avantage que même pour les femmes qui viennent d'accoucher ou machin, ça stimule à la fois le périnée et à la fois l'énergie qui va derrière. Parce qu'en fait, comme vous allez concentrer tous vos muscles dans ce point, vous êtes en train de dire à votre cerveau, hey, je veux que tu m'envoies toute l'énergie de mon corps à cet endroit-là pour que j'ai du plaisir. Donc c'est comme ça que ça fonctionne en fait. Et d'ailleurs, pour les gens qui sont très expérimentés, parce que j'ai vu la question en privé, on me parlait des fontaines. Quand vous voyez une femme fontaine, elle a juste ce truc-là un peu plus développé que les autres. Et pour ceux qui ne l'ont pas, c'est l'une des techniques de la mettre en papillon. Et en 15 secondes, elle arrose son lit. Parce que justement, d'aller toucher directement ce chakra-là, qui est le centre de tout le plaisir, et du coup, ça sort et du coup, elle est épanouie. Donc, vous pouvez aider votre partenaire à débloquer comme ça, mais pour ça, vous devez savoir identifier quels sont ses traumas, par exemple. Vous voyez un peu. C'est un peu comme quand vous avez déjà vu des gens, ils font l'amour, après ils se collent, ils n'arrivent plus à se décoller. Je sais pas si vous avez vu ça. Bon, j'ai fait fi des techniques quand les hommes vont chez des marabouts pour piéger la forme de l'infidélité. Hein. Ça, c'est autre chose. Mais d'une manière naturelle, il peut arriver que le vagin se contracte d'une manière un peu inattendue autour du pénis du gars et les gars n'arrivent plus à se détacher. Donc, plutôt que de paniquer et d'appeler tout le village et tout ce que cela comporte, il faut que l'homme vous introduise. Bon, on a dit que c'est un là d'adieu, laissez-moi un peu. Voilà. Ben, il faut que le gars vous introduise un doigt au niveau de derrière pour libérer les sphincters et que le vagin lâche prise. Donc, généralement, c'est comme ça. Et du coup, même pour pendant un rapport, ou alors si vous êtes en solo, il est important pour celles qui ont des blocages d'utiliser aussi cette zone-là. Je n'ai pas dit toute la main, j'ai dit juste un doigt. Ou alors en faisant la circonférence autour, de manière à ce que là, du coup, on va plutôt faire appel au chakra racine, qui va envoyer des impulsions au chakra sacré. Et le mélange de tout ce cocktail va faire en sorte que il y aura une explosion d'énergie qui va se matérialiser par votre jouissance, on va dire comme ça. Donc, ce n'est pas une question de performance, c'est plutôt une question de technique. Il faut connaître comment fonctionne le corps de la femme et connaître comment s'y prendre. Donc, c'est une technique pratique. Vous pouvez tester même dès ce soir. Hein. Peut-être si votre partenaire est couché sur le dos et que vous êtes sur lui à genoux, pendant qu'il est en train de jouer avec vous, il peut utiliser un petit doigt ou alors position du papillon, ça aide. Et plus vous allez faire la position du papillon, plus vous allez devenir un peu fontaine, un peu plus mécaniquement, par exemple. Pour ceux qui veulent expérimenter ça, qui ne l'ont jamais fait. Donc ça, c'est sur le plan un peu... Après, il y a d'autres techniques, sauf si je ne peux pas oublier, mais si vous me posez des questions, je vais vous dire. Et l'un des trucs que vous pouvez aussi faire, c'est un bain, justement. C'est l'astuce que je voulais vous donner, mais quand elle a parlé de bain, je l'ai remodifié un peu dans ma tête pour qu'elle soit un peu plus efficace. Ce bain-là, vous allez prendre du basilic. Bon, commençons par le début. Vous allez prendre 1 litre d'eau, c'est suffisant. Donc, vous allez faire... Bon, prenez 1,5 litre parce que quand vous allez faire bouillir cette eau, avec la vapeur, ça peut descendre un peu. Donc, prenez entre 1 et 1,5 litre d'eau. Vous faites bouillir. D'accord.
Et quand ça a déjà bouilli, vous retirez du feu, vous mettez dans un récipient en plastique, un seau en plastique, puis vous allez prendre une poignée de basilic, vous jetez dedans, vous essayez de tourner un peu le tout pour que ça se mélange bien. Et quand c'est la vapeur à un niveau un peu supportable, bah, vous mettez dessus en écartant les jambes. De manière à ce que la vapeur là travaille l'entrejambe. Ça va comment dire ça? Réactualiser, reset. Ça va réactualiser toute l'énergie qui sont concentrées au niveau de votre chakra sacré. Et normalement, vous allez retrouver un rythme sexuel normal. C'est un peu comme quand quelqu'un a des insomnies. Il faut rééquilibrer son cycle. Donc, ce sera un peu pareil. Mais un petit conseil aussi que je pourrais donner aux femmes, c'est de temps en temps, faites un bain, un bain tiède ou froid, ça pas de problème. Avec de l'eau tiède ou froide, pas de problème. Vous mettez de la menthe et du miel. Vous tournez un peu le truc et vous nettoyez, vous lavez votre partie génitale. Ça aura deux avantages. Le premier, ça va vous aider pour les femmes qui ont des odeurs un peu trop fortes. Et ça va, et c'est là que ça devient intéressant, ça va quadrupler votre plaisir sexuel à vous. Et si vous êtes en l'intimité avec un homme, bah, ça va le rendre fou. Donc, si vous faites un bain de miel, vous lavez votre partie génitale avec. Pas besoin de faire d'incantation, on n'est pas en magie. C'est juste une utilisation d'une propriété naturelle. Donc, soit 1 heure avant le rapport, soit une journée avant, ça dépend. Et voilà, ça va faire en sorte que vous allez être très, 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 très sucré quand il va y aller. Vous allez retrouver par quelque chose si vous... Bon, je vous préviens quand même, ça va rendre un peu le gars fou. Donc voilà. Ma question, c'est par rapport à ce qui se passe lorsque le monsieur va visiter l'entrée du paradis. Voilà. Ah, ça fout l'ail. Mais pas avec la clé, avec son visage, quoi. Ça, c'est le codage. Voilà. Faut pas que le live se coupe sur moi. Donc, qu'est-ce qui se passe énergiquement, autant pour l'homme que pour la femme, lorsqu'il fait en fait cette chose-là à sa compagne, que ce soit dans une relation saine ou alors dans une relation où l'un des deux est, je sais pas, soit mal intentionné, soit spirituellement averti. Parce qu'on a parlé du lait qui donne de l'énergie. Mais même à ce moment-là, chez la femme, il y a un petit lait là. Est-ce que c'est le même échange énergétique qui se produit ou alors c'est la femme qui en bénéficie complètement ou... Voilà, j'aimerais savoir ce qui se passe énergiquement dans cette pratique-là. Bon. Il va y avoir des cas de figure. Si c'est une femme qui a un menstru, la vie de l'homme là est vraiment foutue. En tout cas, pour un bon bout de temps, sauf s'il sait comment rééquilibrer un peu les choses. Et ces menstrues là, ça peut être soit pendant, soit environ 1 ou 2 jours après que les séments soient terminés. Donc là, c'est catastrophique pour l'homme parce que vous l'avez bloqué sur tous les aspects de sa vie pendant au moins 9 semaines. Ça, vous pouvez être sûr. Maintenant, donc, si c'est dans tous les autres cas de figure et que ce n'est pas un sectaire, il ne se passe strictement rien du tout. Par contre,
Rien du tout, genre, voilà. Par contre, si peut-être c'est les fontaines et qu'il boit et que machin, effectivement, il est aussi rechargé, mais en vrai, la femme n'a pas besoin de ça. En fait, elle charge et elle décharge en fonction des périodes de son cycle, en fait. Donc, c'est pas parce que vous allez chanter, aller dans la cave, que vous allez spécialement être chargé ou pas, tout va dépendre. Alors que pour l'homme, c'est direct. Et d'ailleurs, Ok. un petit conseil. Quand vous dormez avec un homme, ne descendez jamais du lit en le traversant. Parce que non seulement vous allez le bloquer spirituellement, mais ça a un impact direct, mystique sur sa virilité. Après, c'est vous qui allez vous prendre qu'il est faible, alors que c'est vous qui avez commencé. Donc, Non, c'est mieux de dormir devant. Et si vous avez la possibilité, quand une femme est en menstrue, les 7 à 9 jours là, vraiment, restez dans une pièce à vous, part. Mais si vous avez une seule maison, bon, essayez de ne surtout pas le traverser à ces périodes-là. Même si vous n'êtes pas en menstrue, ne le traversez surtout pas. Ne lui traversez pas les pieds. Donc, si vous êtes le genre de femme qui se lève tôt parce qu'elle doit bosser, il faut qu'il soit derrière le lit pour pas qu'il soit perturbé par vous. Alors, c'était la dernière personne de la soirée. Je suis très très content de ce live de ce soir. Je ne savais pas trop sur quel angle l'aborder parce que, comme vous avez pu le constater, le sujet, bien qu'a priori étant simple, on s'est vite rendu compte qu'il était très vaste. Okay? Donc, voilà. L'idée ici, l'objectif que je voulais, c'était déjà de vous faire comprendre que ça existe, hein. La faiblesse sexuelle existe chez les femmes et que elles sont même beaucoup plus concernées que les hommes. Et elles ont moins de marge d'action. Alors que pour les hommes, c'est beaucoup plus courant, il y a beaucoup plus de choses. La femme, il y a beaucoup trop de circonstances, d'événements qui rentrent en compte concernant ce phénomène-là. Donc, c'est bon à savoir. Et maintenant, une fois que ça arrive, comment est-ce qu'on fait? Et voilà, on en a discuté et tout, c'est super important. Et je tenais à vous remercier pour votre encouragement, vos encouragements. Vous avez tapoté, vous avez liké, vous avez partagé, vous avez été exceptionnel comme d'habitude. Alors, on se dit à la semaine prochaine avec un sujet que vous allez choisir, hein, c'est pas moi. Donc, au revoir, bye bye, bonne soirée à tous.